Bonjour à tous, bienvenue dans le premier numéro de À bâton rompu. On va avoir le plaisir avec François Coq de se retrouver régulièrement pour discuter de politique, pour débattre et pour essayer de traiter des sujets, à la fois des sujets d'actualité, mais vous le verrez, on essaiera de prendre un peu de distance avec le moment pour tracer des perspectives un peu plus longues. Oui, l'idée c'est d'avoir une confrontation intellectuelle, alors une confrontation intellectuelle entre nous parce qu'on n'est pas toujours d'accord, Paul, et c'est l'occasion dans un esprit fraternel d'échanger, et puis aussi de susciter le débat, de nourrir la réflexion publique, parce que ce débat, vous êtes invité à y participer par le biais des commentaires et des rebonds que vous pourrez faire sur ces différentes vidéos d'À bâton rompu. Voilà, pas de parole officielle, de la liberté, et puis la sienne, la mienne, et celle peut-être de ceux qui nous rejoindront à d'autres occasions. Bon alors, qu'est-ce qu'on a au programme de ce premier numéro ? Moi je te propose qu'on commence ce premier numéro par revenir sur cet été incroyable, entre la démission de Hulot à l'affaire Benalla qui se prolonge. D'ailleurs, on était en pleine audition parlementaire au Sénat d'Alexandre Benalla là, ces jours-ci. C'est un été qui transforme la scène politique et qui installe sans doute une situation nouvelle pour une période longue maintenant. Oui, tu as raison, il y a des choses qui ont changé, il y a eu des continuités aussi, mais en tout cas tout ça nécessite un diagnostic partagé autant que faire se peut sur cette période et les changements que ça induit et la manière de l'appréhender politiquement dans une année qui est quand même une année clé et charnière, qui est une année électorale avec les européennes qui auront lieu au mois de mai prochain. Ouais, moi je pense que l'un des premiers éléments de diagnostic qu'on peut poser, c'est que le macronisme ne fonctionne plus. Macron a jusqu'ici été un jeune homme chevauchant de succès en succès. En tout cas, c'est comme ça que souvent on décrivait son action, que les médias le faisaient avec lui. Et là, on se rend compte en cette rentrée que sur tous les terrains, il n'avance plus. Prenons le terrain économique, qui est celui, en principe, au sein duquel il est le plus à l'aise et où ses recettes sont censées être les plus efficaces. Regardez la croissance, elle est à l'arrêt. La France est l'un des pires pays de ce point de vue-là dans l'espace européen. La consommation est à l'arrêt, l'investissement aussi, la production industrielle s'effondre. Donc le macronisme, ça ne marche pas, ça ne nous surprend pas. C'est le recyclage de vieilles recettes néolibérales, mais du point de vue de son propre discours, il est en difficulté. Sur l'écologie, même chose. Hulot, par son geste, l'acte de façon quasi définitive en pointant la cause politique de l'échec du programme macroniste, c'est le libéralisme qui est incompatible avec les objectifs de la transition écologique. Et puis, revenons sur l'épisode Parcoursup, Parcoursup qui fracasse l'avenir de dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui. Oui, Parcoursup, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-dessus. Peut-être que toi qui as suivi de près la question, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, question décisive parce qu'on présentait la chose en disant que cette réforme allait ouvrir plus de liberté, rappelez-vous, plus de choix aux jeunes de ce pays. On se rend compte que c'est tout l'inverse, les choix sont réduits, des dizaines de milliers de jeunes ont des propositions qui ne correspondent pas à leurs vœux, et puis beaucoup n'ont pas de propositions. On nous avait dit que cette réforme, elle devait remplacer la précédente plateforme APB, eh bien c'est un échec bien plus grand que ce qu'était déjà APB. Notez que fin août, par exemple, il y avait encore 60 000 bacheliers qui n'avaient pas d'affectation. À la même époque, l'année dernière, on était à 6 000. Donc c'est un échec et imagine la violence de cette politique pour ces dizaines de milliers de jeunes, pour leurs familles, l'angoisse dans laquelle ils sont plongés. Moi je dirais que c'est une sorte de victoire à la Pyrrhus qu'a obtenu Macron. Il a fait passer à toute force sa contre-réforme, mais elle va produire des dégâts chaque année à une échelle qui est une échelle. Pour ceux qui n'ont pas d'orientation et pour ceux qui ont une orientation contrainte. Bien sûr. Donc on sait que derrière la phase de réorientation interviendra nécessairement dans 1-2 ans. Voilà. Ouais. Et puis pour tous ceux qui, parce qu'ils n'ont rien, sont obligés d'aller dans le privé. Ceux qui ont les moyens de le faire, mais ça va leur coûter très cher, des milliers d'euros par an. Donc voilà, c'est ça l'élément de diagnostic. Macron, ça marche plus, et puis Macron, il a aussi perdu de sa nouveauté. Et je sais que toi, cet élément, il t'intéresse parce que tu diagnostiques l'accélération d'un processus destituant dans la période. C'est-à-dire qu'il a perdu de sa nouveauté. En fait, il a été installé là par le système, justement pour mettre un coup d'arrêt au processus destituant qu'on connaissait en Europe, qu'on connaissait aussi en France, et il était le remède à cela. Macron en tant que le personnage, Macron le récit, Macron la politique, Macron devait être la réponse à ce phénomène destituant. Et on constate finalement qu'au bout d'un an d'exercice du pouvoir, il est emporté par cette lame de fond destituante. On le voit dans le champ institutionnel où le processus destituant se prolonge. Enfin, l'affaire Benalla, qu'est-ce qu'elle traduit? Sinon le fait que la Ve République continue à agoniser chaque jour un peu plus, où la séparation des pouvoirs n'est même plus respectée, quand une garde des Sceaux, quand un secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, quand le président de la République lui-même vient interpeller l'une des deux assemblées et le président du Sénat lui-même. On voit que ce processus destituant, il se prolonge aussi dans le personnel politique. Regarde le groupe de la République En Marche.
il votait comme un seul homme ou comme une seule femme au début du quinquennat. Et là, beaucoup manquent à l'appel quand il a fallu élire Ferrand au perchoir ou quand il a fallu désigner le président de groupe. Le mouvement La République En Marche lui-même n'a plus d'utilité. Il a quasiment disparu du paysage. Il s'est fait englober par le groupe parlementaire. La République En Marche aujourd'hui, ce n'est plus que le groupe parlementaire. Et le projet de La République En Marche, du mouvement La République En Marche, qui prétendait être le chaînon manquant démocratique entre les gens et entre la représentation nationale, eh bien, a complètement sauté. Et d'ailleurs, c'est même plus un objectif, on a l'impression, pour ce mouvement. Et puis, il y a tout ce que tu as bien expliqué, c'est-à-dire que c'est un processus destituant sur les questions politiques. Chacun voit sur les questions écologiques, sur les questions économiques, sur les questions sociales, que le libéralisme mondialiste tel que le prône Emmanuel Macron ne fonctionne plus. Et toi, ce mouvement, tu le vois se prolonger à l'échelle européenne? C'est-à-dire que je crois que ce cadre d'analyse, qui est celui qu'on connaît en France aujourd'hui, il se superpose à un processus destituant extrêmement important qu'on connaît au sein de l'Union européenne depuis des années. Alors j'entends bien les analyses de celles et ceux qui disent « oui, mais l'élection européenne est une élection spécifique et finalement c'est toujours ceux qui sont les plus intégrés dans la vie électorale qui vont se rendre aux urnes ». Moi je crois que cette élection européenne sera très particulière et que le mouvement dégagiste sera extrêmement fort en son sein. Parce qu'il s'est passé des choses. Cette élection européenne ne ressemblera pas aux précédentes, ne ressemblera pas à celle de 2014. Regarde, depuis 2014, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu le Brexit. On a connu l'épisode grec, où le peuple a été voté lors d'un référendum, et tout ça a été balayé par le mémorandum en 2015. On connaît tous les blocages démocratiques dans tous les pays d'Europe quasiment aujourd'hui. On sait que l'Union européenne avait essayé d'y répondre par les processus de grandes coalitions, mais même les grandes coalitions ne fonctionnent plus. Donc blocage démocratique, on l'a connu en Espagne ces dernières années, on l'a connu en Italie, on le connaît encore en Allemagne, on sait qu'ils sont devant de grandes difficultés à venir, on l'a connu il y a quelques jours en Suède, on n'a toujours pas de gouvernement en Suède, quand bien même l'élection a eu lieu il y a une dizaine de jours, parce qu'il n'y a aucun pôle qui se détache. Donc je crois que ce processus destituant va se poursuivre au niveau européen, et que c'est cette question-là qu'il faudra chevaucher lors de l'élection. Et on sent que Macron, pour s'en protéger de ce processus, et en France et en Europe, est en train de construire à toute force ce clivage entre ce que lui appelle les nationalistes d'un côté et les progressistes dont il serait évidemment partie prenante. On voit qu'en France, d'ailleurs, il a Macron des appuis dans cette entreprise de redécoupage. Écoutez Benoît Hamon, écoutez Yannick Jadot, qui ne cessent eux aussi de voir de façon binaire le champ politique et de nous interpeller, nous, en considérant que nous aurions des positions confuses, imprécis sur la question de l'immigration, alors que notre propos a toujours été très clair: devoir d'humanité, d'abord accueil digne de tous ceux qui sont là, et puis traitement des causes, parce que nous sommes conséquents sur la question. Et prenons là cette question migratoire à propos de cette opposition qu'elle est censée dessiner. Moi, de mon point de vue, en tout cas, moi je considère que si elle constitue un camp, c'est celui qui rassemble l'extrême droite xénophobe et puis les néolibéraux du type Macron. Regardez Salvini qui applaudit la politique migratoire de la France. Regardez les députés Rassemblement National qui votent des amendements de la loi Asile-Immigration. Regardez Juncker qui hier déclarait qu'il fallait durcir la politique migratoire de l'Union européenne. Tout ça participe d'un même bloc, et nous faisons face, nous, avec nos solutions concrètes, raisonnables à cet ensemble. Mais reste que c'est vrai qu'il y a un piège, c'est vrai qu'il y a un danger à se laisser enfermer dans cette opposition binaire. Macron, Orban, Salvini, tous ces gens-là ont des intérêts convergents. C'est obligé, sommer tout le monde, de rentrer dans une case ou dans une autre. Dans la case des progressistes, telle que présentée par Macron, ou dans la case des populistes identitaires de l'autre côté. Et d'une manière ou d'une autre, on doit aller à gauche ou à droite, si c'était ça l'ancien vocable, mais dans un camp ou dans un autre, et il ne saurait pas exister une troisième voie. Moi, je crois que si. Je crois que pour cette élection européenne, il faut ouvrir une issue positive. Ça commence par ne pas se faire phagocyter, justement, dans un camp, par un camp ou par un autre. Ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Et puis, ça doit s'exprimer en positif. Je ne crois pas qu'on arrivera à agréger ce qui doit être aujourd'hui notre priorité, à la fois répondre aux attentes et aux demandes populaires, mais aussi à celles de certaines forces privilégiées de la société. Je ne crois pas qu'on arrivera à répondre à cette question-là, à se placer à ce point de cristallisation en étant dans le rejet de là un président ou là une politique. Je crois qu'on est capable de sortir du commun. Et comme toujours, moi, dans les grands moments de l'histoire de France, je crois que la question centrale, c'est la question de la liberté. Si le triptyque républicain, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est parce que la question de la liberté est justement celle qui a ouvert la voie dès 1789 à la grande révolution. Et je crois que la question de la liberté, aujourd'hui, elle se traduit sur la capacité qu'on a à reprendre en main notre destin, à décider de ce qui est bon pour nous individuellement
et collectivement. Moi, dans mon vocabulaire à moi, ça s'appelle reprendre en main sa souveraineté et que s'exprime enfin la souveraineté populaire dans le seul cadre qui permet son expression pleine entière, qui est le cadre national. Voilà, moi je crois ce que devrait être le projet de l'élection européenne, un message positif, un message de rupture, parce qu'aujourd'hui il y a besoin d'une rupture avec l'Union européenne telle qu'elle est et les politiques qu'elle pratique, mais un message qui porte aussi un débouché humaniste, radical et émancipateur. Voilà ma contribution au débat, si tu le permets, pour la séquence qui s'ouvre. Et bien parfait, en tout cas ça ouvre la discussion. Ce qu'on vous propose, parce qu'on tient à faire des formats plutôt courts pour ne pas vous lasser, c'est de la poursuivre cette discussion par les commentaires sous la vidéo et puis peut-être de nous encourager. Hein, avec, oui, un petit coup de pouce sous la forme d'un petit coup de clic, quoi. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro d'À Bâton Rompu.